J'aimerais qu'on revienne sur une rencontre importante à l'échelle de la diplomatie américaine. Marco Rubio et les Russes Sergei Lavrov se sont rencontrés. C'était ce jeudi, me semble-t-il, à Manille, en marge d'une réunion de pays asiatiques. Et Sergei Lavrov a mis en garde son homologue Marco Rubio contre la poursuite inadmissible de livraison d'armes à l'Ukraine. Alors, on a le sentiment que Marco Rubio, vous allez me le dire, n'a pas trop compris, enfin, n'a pas trop mal réagi, mais n'a pas trop compris. Que faut-il comprendre très précisément, Xenia Federova? J'ai besoin de votre éclairage. Si, je pense que Marco Rubio a tout très bien compris, parce qu'aujourd'hui, même si les États-Unis font plus les livraisons d'armes directement à l'Ukraine, ils le font, ils les livrent aux pays européens qui les donnent à l'Ukraine. Donc, en fait, c'est toujours les mêmes livraisons. C'est juste que Donald Trump a réussi de changer la situation par imposer ses ventes des armements. Et donc aujourd'hui, les États-Unis gagnent d'argent avec ces livraisons. Mais c'est pas que ça, c'est aussi fourniture d'intelligence, des renseignements. C'est quelque chose qui, parce que vous savez, l'utilisation de certaines armes américaines ne sont pas possibles sans la participation des Américains. Et donc, en façon, les États-Unis, même si c'est beaucoup moins qu'avant, mais ils participent quand même dans cette guerre. En anglais, ça s'appelle proxy war, mais c'est une guerre par procuration. Et donc, Sergei Lavrov a toute la légitimité d'invoquer ce sujet avec les Américains. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec les Américains, au moins, il y a un dialogue. Parce que Donald Trump, c'était lui qui a décidé d'appeler à Vladimir Poutine. C'est lui qui a ouvert la porte pour ces dialogues, en tant que les Américains, les Européens ne voulaient plus en fait parler avec Poutine depuis un moment, depuis 2022. Et il y a toujours les échanges. Ces échanges sont importants. Pourquoi ils sont importants? Parce que même avec cette participation des États-Unis, il y a une chaîne qui est ouverte pour expliquer aux Américains la vraie situation et la situation sur les terrains. Et la situation sur les terrains montre à quel point, en fait, cette soutien à l'Ukraine aujourd'hui ne porte pas le fruit que les Européens ont voulu, en fait, ont espéré. Toutes ces idées et on va parler, je pense, des sanctions, mais toutes ces idées de mettre les sanctions sur la Russie pour mettre l'économie russe à genoux, cette idée que armer l'Ukraine va éventuellement porter les fruits et l'Ukraine va avancer sur les terrains. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Et à un moment, les Américains, et je pense que ça sera assez rapidement parce que ils sont déjà parlé avec les Russes. Ils se sont dit que Steve Witkoff va revenir à Moscou. Ils sont aussi de leur côté parlé avec Vladimir Zelensky. Ils vont essayer de jouer toujours un rôle de médiation, mais ça sera à ce moment-là je pense qu'avec beaucoup d'excitation et de la côté russe, parce que depuis le meeting, depuis le rendez-vous entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, pas beaucoup de choses ont changé. Il y a eu certaines décisions qui étaient prises, sauf que on n'a pas avancé dans les négociations diplomatiques. Donc je pense que là, avec les nouveaux reprises de certaines villes de Donbass, si je parle de Konstantinovka, les négociations peut-être vont avancer encore plus et on verra ce que ça donne. Mais pour finir, Marc Rubio, je pense qu'il comprend très bien ce qui était demandé par Sergei Lavrov, mais il joue ce rôle aujourd'hui parce que c'est aussi les complexes militaires industriels américains qui gagnent d'argent. Et j'étais sûr que vous alliez réagir évidemment sur cette réflexion que je me suis autorisée sur Marco Rubio. Justement, puisque vous évoquiez les sanctions, Xenia Federova, l'Union européenne donc a autorisé les États membres à confisquer et à vendre le pétrole russe saisi sur certains pétroliers. Comment Moscou peut riposter à cette mesure et comment vous l'analysez et quelle est la réponse de Moscou à cela? Je pense que ce que je veux en tous les cas, c'est que Moscou considère que c'est une façon de piratage. Et c'est un peu le même discours que Moscou porte sur les questions des gels des avoirs russes. La problématique pour l'Union européenne, à mon avis, dans ces comportements, c'est que ces pays européens se comportent contre en fait cette loi internationale, parce que
les gels des avoirs russes et leur utilisation, pourquoi ils ne sont pas encore trouvés un moyen de les utiliser? C'est parce qu'il y a certains pays qui pensent que ça va vraiment créer les problèmes pour le futur, pour l'Union européenne, parce que ça sera vu par les investisseurs potentiels euh, comme une structure pas trop crédible, mais en fait, parce que s'ils peuvent faire ça aujourd'hui avec les Russes, quelle est la garantie qu'ils peuvent pas faire ça avec un autre pays? Et c'est un peu la même, à mon avis, c'est un peu la même chose avec cette situation avec les pétroliers. En fait, voler le pétrole russe et après le vendre, c'est quelque chose qui n'est pas très clair du point de vue de loi. Donc je pense que déjà, l'image de l'Union européenne va s'offrir dans les yeux de tout le monde, et surtout le monde du Sud global. Mais deuxième chose, oui, la Russie, j'imagine, elle a les moyens de répondre. Il y a aussi certains montants de, euh, des réserves, des monnaies d'investissement qui, en Russie, investissement européen, qui peut être utilisé aussi gelé et les avoir. Tout ça, mais je pense que la Russie aujourd'hui n'a pas encore fait ce qu'il peut faire exactement pour cette raison, pour montrer qu'il ne joue pas par les mêmes règles de jeu et elle se positionne plutôt comme un pays qui est beaucoup plus raisonnable dans tous ces sujets. Euh, et ce message est plutôt adressé pas aux Européens ou les Américains, ce message est adressé plutôt, encore une fois, vers les pays du Sud global, vers les pays des BRICS. Et c'est ça l'image de la Russie qu'elle veut porter, ce qu'elle respecte en fait. Non, et là, je pense que beaucoup de monde va dire, mais elle n'a pas respecté le droit international parce que la Russie a commencé cette opération militaire et cette guerre avec la Russie. Mais là, c'est une autre chose parce que il faut pas oublier que la Russie a passé 8 ans en essayant de trouver un moyen et solution diplomatique à ces conflits. Et à un moment, il y a eu aussi les référendums. Il y a eu un référendum à Crimée, il y a eu un référendum à Donbass. Donc, ce sont les choses, c'est intéressant comme sujet et peut-être un jour on va aller plus en détail, mais en tous les cas, à mon avis, dans les yeux des Russes aujourd'hui, ce qui fait l'Union européenne, c'est une façon de piratage, oui. Avant de donner la parole à nos deux experts, Xenia Federova, est-ce que ça peut changer la donne financière également pour le Kremlin? C'est une question qu'on peut légitimement se poser ou pas? Ouais, je pense pas que ça va changer grand-chose. Ça va pas vraiment perturber l'économie russe. Ça va pas changer les capacités de la Russie de financer son armée et cette campagne. Donc, je pense que ça crée bien sûr une certaine situation désagréable quand on les frappe, par exemple, par les drones ukrainiens sur les raffineries russes qui sont réparées, mais après une quinzaine de jours, vingtaine de jours. Donc, il y a eu un moment une pénurie de pétrole. Aujourd'hui, c'est plutôt sous contrôle. Mais ça, c'est quelque chose qui peut créer les problèmes à l'intérieur, mais pas suffisamment pour que la Russie sera obligée de changer sa stratégie vis-à-vis l'Ukraine. Et encore une fois, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur les terrains, l'armée russe continue à avancer. Donc ça, c'est les choses les plus importantes. Allez, on donne la parole à nos experts, si vous le voulez bien, Xenia Federova. Je commence avec vous, Michel Fayad, sur ces mesures, l'Union européenne. Quel est votre regard? Xenia Federova parle de piraterie, littéralement. Quel est votre regard? Déjà, il faut relativiser sur le nom parce que les Belges ont saisi 300 000 barils de pétrole et les Français ont saisi 600 000 barils de pétrole. C'est pas non plus des quantités gigantesques puisque non, mais ça vaut un peu d'argent quand même. Mais ça vaut beaucoup d'argent. Mais ce que je veux dire par rapport pour un pays qui produit 10 millions de barils par jour, c'est relativement faible. Mais il y a aussi deux choses. Premièrement, en fait, l'Europe est en train de mettre un cadre européen à ces saisies et donc d'offrir la possibilité effectivement de blanchir un vol, mais au niveau européen. Mais là où les questions vont se poser, c'est sur le stockage, sur la logistique, sur l'assurance, sur l'acheteur en lui-même et surtout sur les risques potentiels de contentieux à l'international. Donc, en fait, l'Union européenne a pris une décision, encore une fois, je dis, une sorte pour blanchir d'un point de vue européen ce genre de vol.
Mais est-ce qu'il y aura des impacts au niveau international? C'est là où il y a le vrai risque pour les potentiels acheteurs et pour également tous ceux qui sont dans la chaîne, ceux qui vont s'occuper du transport, du stockage, de l'assurance. En fait, chacun peut être frappé à un niveau, au niveau international. Est-ce qu'on ne sait pas ce que deviennent ces cargaisons en fait qui sont saisies? Est-ce qu'on sait précisément ou pas? Oui, ce que l'Union européenne prévoit, en fait, la possibilité pour ceux qui l'ont saisi, donc la Belgique ou la France, de revendre ce pétrole sur le marché et de prendre les recettes à la place de la Russie. De dire c'est notre pétrole à nous, quoi. Exactement. Donc c'est du vol, effectivement. Sauf que si ça devient légal au niveau européen, ça ne le devient pas au niveau international. Donc, il peut y avoir aussi des recours de la part des Russes contre les sociétés de transport, contre les sociétés de stockage, contre les sociétés d'assurance, contre les acheteurs eux-mêmes. Et donc, on rentre dans des histoires de contentieux internationaux qui vont durer très longtemps et qui risquent de retomber sur tous ceux qui auront travaillé sur ça, sur toute la chaîne. Nicolas Meillan, quel est votre regard sur cette situation? On est au 21e paquet de sanctions. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé qu'on se pose la question de l'efficacité. On va parler d'Ursula von der Leyen. L'efficacité des 20 premiers paquets de sanctions, parce que le but de ces sanctions, c'est finalement d'arrêter le conflit. Que la Russie demande une négociation et qu'on mette fin à la guerre. Alors qu'aujourd'hui, finalement, vous voyez que le prix du pétrole est près de 90-100 $ la semaine dernière. Les prix du gaz naturel liquéfié en Europe, ils sont un maximum depuis plus d'un an, à 60 $ du mégawattheure. Et je rappelle que l'Europe, en 2026, a acheté plus de gaz à la Russie qu'en 2025. Donc il y a ce qu'elle dit et il y a ce qu'elle fait. Et dans le plus grand importateur européen, qui c'était bien sûr, c'était la France. Donc, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'on fait. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que l'Europe, en fait, continue un peu comme un zombie vers son suicide, qui est prévu pour 2050, vous savez, net zéro. En fait, il n'y aura plus d'Union européenne, tout le monde sera mort. Et donc, on n'émettra plus de CO2. Mais si vous voulez, 25 ans en arrière, on avait du gaz bon marché, de l'électricité bon marché. 25 ans plus tard, on paye le gaz et l'électricité 3 fois plus cher que les Américains et 3 fois plus cher que les Chinois. Et notre projet, c'est quoi? C'est la réindustrialisation. Bonne chance. Sans électricité et sans gaz bon marché, vous n'avez aucune espèce de chance de vous réindustrialiser. Xenia Federova, vous avez entendu Michel Fayad qui a fait une espèce de liste à la Prévert de toutes les mesures de rétention potentielles pour la Russie. Est-ce que des mesures comme ça ont été déjà engagées, puisque effectivement elles sont nombreuses, ces mesures, Xenia Federova, c'est pas anodin. Je suis sûre que s'ils ne sont pas encore engagés, ils seront engagés parce que la Russie va contester, comme elle fait avec les avoirs généreux, elle va contester tout ça. Après, ce qui est très intéressant, et c'est vrai que ce qui marche en fait dans les yeux de l'Union européenne ne marche pas nécessairement dans les yeux des communautés internationales. Aujourd'hui, même si on parle des sanctions européennes, ils ne sont pas acceptés ou légitimes, ils ne sont pas légitimes dans les pays dehors de l'Union européenne. Et même les sanctions américaines qui sont imposées, parce que les États-Unis sont quand même beaucoup plus puissantes, ils ne sont pas vus de la même façon. Souvenez-vous, quand les États-Unis ont essayé de mettre sous sanctions la Chine, et la Chine tout de suite a répondu, certains entreprises chinois, et elle était capable tout de suite de répondre avec les sanctions réciproques. Donc finalement, c'est pas marché. Aujourd'hui, l'Union européenne essaie de faire la même chose. Ils ont ajouté certaines entreprises chinoises dans les listes des sanctions européennes exactement pour cette collaboration avec la Russie. Mais c'est juste incroyable parce qu'aujourd'hui, la Chine, avec le blocage des trois d'Ormuz, avec cette perturbation, ils vont chercher évidemment à acheter beaucoup plus des gaz, des pétroles de la Russie. Au moment où les Européens essaient d'arrêter complètement d'acheter ces ressources énergétiques de la Russie, ce qui, toute seule, pose beaucoup de questions parce que, comme Nicolas Meillan a dit, aujourd'hui, l'Union européenne paie 3 à 4 fois plus cher pour gaz, par exemple, que les Américains. Ils sont obligés d'acheter, grâce à Ursula von der Leyen, ce gaz des États-Unis quand ils pourraient continuer à profiter, parce que la Russie n'a jamais dit non, profiter ces gaz et pétrole bon marché russe. Ils ont décidé de prendre une position, on peut dire moraliste, mais en fait, ça coûte très cher aux Européens aujourd'hui, ça coûte très cher, ça va coûter très cher aux économies européennes aussi. Et donc, pour revenir vers cette situation avec les sanctions, aujourd'hui, la Russie continue
vendre le pétrole, le gaz dans les pays d'Asie. Et elle va continuer. Et en moment, quand l'Europe se réveille un peu pour dire, bon, il faut qu'on sauve quand même nos économies, et va essayer de acheter peut-être le gaz ou le pétrole dans le marché russe, peut-être dans cette situation-là, la Russie est déjà, elle n'aura pas la capacité de le fournir parce qu'elle aura déjà les clientes différentes dans les mondes monsieur global. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de questions on peut se poser. Pourquoi, finalement, l'Union européenne décide de se priver ses ressources? Parce que si c'est une façon de mettre encore plus la pression sur la Russie pour arrêter le conflit ukrainien, regardez, le conflit n'est pas arrêté, la Russie continue à avancer, et c'est les économies européennes qui sont en train de souffrir. Et on aura, vous avez fait référence à la Chine, on aura dans le courant de cette émission, d'ici la fin de cette émission, Shandui Zhang, notre consoeur journaliste à Pékin, qui répondra et qu'on interrogera évidemment. Michel Fayad, vous aviez quelques petites précisions à apporter parce que je voudrais qu'on revienne également sur Ursula von der Leyen, qui s'est réjouie de l'accord et qui a tweeté lors de l'adoption des 21 mesures qu'évoquait Nicolas Meillan. Et je vous lirai le tweet de Ursula von der Leyen. Oui, je voulais juste dire par rapport en fait aux sanctions, vous savez que le prix du baril sur le Brent, c'est-à-dire l'index pétrolier en Europe, est à peu près à 96 $ aujourd'hui, que les Européens veulent plafonner le pétrole russe à 44 $, mais en pratique, les Russes sont en train de vendre leur pétrole à 80 $. Donc, en fait, l'impact des sanctions, il est quasiment nul, puisque les Russes arrivent à vendre quasiment 2 fois plus cher que le plafond fixé par les Européens. Le problème des sanctions, vous savez, Nicolas Meillan. On dit toujours que les sanctions, en fait, soit elles sont prises par un nombre très élevé de pays, dans ce cas-là, vous impactez le pays sanctionné, soit elles sont prises par un petit nombre de pays, et dans ce cas-là, c'est ces pays-là qui sont impactés. Et le conflit en Iran est, en fait, entre guillemets, une bénédiction pour la Russie, puisque le pétrole et le gaz russe ne passent pas par le détroit d'Ormuz et ne passent pas par le détroit Bab el-Mandeb. Donc, tous ces pays, notamment d'Asie du Sud-Est, qui ont été très impactés, le Bangladesh, les Philippines, le Vietnam, qui ont, eux, connu des pénuries, pour le coup, de pétrole et de carburant, et ben eux, ils sont tous retournés vers Vladimir Poutine. Et c'est vrai qu'il est probable que si un jour, peut-être, Vladimir Poutine, on change de président en Russie, je ne fais pas de scénario, mais si un jour on devait se rapprocher à nouveau des Russes pour leur demander du pétrole ou du gaz bon marché, vraisemblablement, ils auront trouvé de clients, et à mon avis, ils ne se presseront pas pour nous le revendre. Et donc toutes ces sanctions, Michel Fayad, sincèrement, c'est beaucoup de bruit pour rien par rapport à la Russie. C'est ce qu'on peut dire, c'est ce que j'en déduis en vous écoutant, et les uns et les autres. Oui, surtout que, vous l'avez évoqué, mais les Chinois réussissent en fait à vendre du gaz naturel liquéfié russe sous appellation chinoise, alors qu'ils ne produisent même pas de gaz naturel liquéfié. Et donc l'Europe achète du gaz naturel liquéfié chinois, qui est en fait du gaz naturel liquéfié russe. Et en plus, on achète donc des produits raffinés indiens qui ont été raffinés grâce au pétrole russe que Donald Trump autorise à l'Inde d'acheter. Donc en fait, on est en train de se mentir à nous-mêmes, et la Russie arrive à continuer à vendre son pétrole et son gaz. Mais il y a aussi une dernière chose que je voulais dire, c'est que, en fait, si la guerre au Moyen-Orient persiste, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, voire le détroit de Bab el-Mandeb, il ne sera plus possible pour l'Europe d'avoir un problème sur le front russe et en plus sur le front moyen-oriental. Il faudra faire un arbitrage. Et donc, puisqu'on n'a aucune influence pour réouvrir le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb, il faudra se rendre à l'évidence qu'il va falloir négocier avec la Russie et acheter à la Russie. Et n'importe quel spécialiste du pétrole et du gaz vous dira ça, indépendamment de sa position sur le conflit en Ukraine. Un arbitrage devra être fait si le conflit au Moyen-Orient perdure. Et par exemple, pour compléter, Nicolas Meillan. L'Europe avait fait entre guillemets un pari que le conflit se terminerait au début de l'été, et avait retardé ses achats de gaz pour pouvoir remplir ses réservoirs. Vous savez, le gaz, on a besoin de remplir les réservoirs du avril à novembre, et aujourd'hui on est à 50%, un peu plus de 50% de remplissage, qui est le plus bas depuis 5 ans. Donc on va devoir acheter du gaz absolument dans les 3 mois qui viennent pour pouvoir atteindre notre objectif de 80% de remplissage au 1er novembre, sauf qu'on ne sera pas les seuls à vouloir acheter du gaz, il y aura aussi les Asiatiques, il y aura aussi les Chinois, et ça, c'est la meilleure façon de refaire à nouveau exploser les prix du gaz, qui pour le coup, rappelez-vous, il y a 3 ans, avait déclenché une crise de l'inflation.